Bonjour, je pense qu'on va commencer un petit peu en avance, mais c'est toujours bien de commencer. Je nous présente Oana Junku, Inspirit, et mon collègue Dragos Dreptate, Inspirit, avec lequel ce qu'on voudrait vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire sur un personnage qui nous est très cher dans l'aventure agile, qui est le product owner et sa communauté. Alors pourquoi on voudrait parler des product owners et le product owner dans le chemin vers l'agilité? Parce que en accompagnant des projets agiles, ce qui se passe, on met beaucoup en place Scrum comme une des pratiques les plus populaires de l'agile. Et ce qui se passe, Dragos, si tu... Merci. On se dit, on trouve des équipes de développement qui font de l'agile, qui sont plutôt bien valorisées pour faire de l'agile. Mais si on se positionne sur ce qui est l'essence de Scrum, si on revient sur les principes du manifeste agile, alors qu'est-ce qui est l'essence du Scrum pour vous? Quelqu'un veut? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'est-ce qu'il retient? Qu'est-ce qui le fait avancer pour implémenter des Scrum? C'est quoi la motivation? Merci. Merci. Quelqu'un d'autre veut rajouter? Une livraison. Ok. Itératif. Ok. Donc effectivement, Scrum, c'est tout ça. Mais ce qu'on a retenu dans tous ces principes, donc c'est très important, effectivement, l'homme plutôt que l'outil, le feedback, la livraison. Dites un seul mot, un des principes de manifeste agile et de la raison d'être de Scrum, c'est être focalisé sur un produit qui marche au plus tôt. Donc quelque chose qui est utilisable au plus tôt. Alors, en ayant dit ça, on se dit, mais qui est le premier bénéficiaire du Scrum? Qui devrait être l'enthousiaste du Scrum sur ce principe? Donc, le PO, effectivement, mais si tu peux, le client, l'utilisateur. Alors, ce que nous pensons, c'est que, justement, parce que c'est le client, l'utilisateur, ce que nous pensons, du coup, c'est que pour implémenter Agile et Agile via ces pratiques qui sont ces deux pratiques Scrum, pour les rendre pérennes dans l'entreprise et avoir une vraie transformation, donc justement, je reviens sur le mot pérenne, cette transformation doit être portée par ce premier bénéficiaire, qui est le client, qui est l'utilisateur. Donc, du coup, en ayant dit ça, en ayant fait cette réflexion, c'est ce qu'on avait dit, on va essayer de mettre en place dans les organisations sur lesquelles on accompagne en Agile, le déclic, la prise de conscience qu'Agile, c'est fait pour vous, le métier, pour vous, les utilisateurs finaux. Et ça, pourquoi? Parce que de toute façon, il y a déjà des projets qui sont des prototypes, des pilotes agiles qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais est-ce que le métier, il est conscient qu'en fait, tout ça, c'est pour lui? Et le premier résultat, c'est pour lui. Donc ça, c'est le acte 1. C'est démarrant le changement, on essaie de créer le déclic
métier. Et puis, voilà, je ne sais pas, quelqu'un a dit quel est le bénéficiaire, c'est le product owner. Oui, mais en fait, je dirais c'est plutôt un porte-parole de ce bénéficiaire, c'est le product owner, et ça en utilisant le langage Scrum. Je dis encore une fois, on parle du langage Scrum en ayant une pratique efficace de dynamique des équipes dans la grande famille d'Agile. Donc, on se réfère à Scrum, mais n'oublions pas qu'on parle d'état d'esprit agile dans tout ça. Donc le porte-parole de business du produit, c'est le product owner. Donc le premier qui doit avoir des capacités pour porter agile du côté métier et client, c'est le product owner. Donc ça, c'était notre premier acte. Et dans notre petite pièce de théâtre, on va passer à l'acte 2. Vous avez bien compris, l'acte 1, c'est l'intrigue. Créons un petit peu l'envie du métier pour aller vers l'agile. Maintenant, une fois que l'intrigue est passée, on a réussi à convaincre le métier que l'agile, c'est la voie à suivre. Une organisation va commencer à mettre en place du Scrum comme étant la méthode la plus populaire agile. À partir de là, ça commence un voyage qui, je vous le cache pas, ça peut être difficile et il y a plein de pièges à éviter. Ce qu'on a constaté, que c'est un des points très importants, c'est de faire découvrir très tôt le rôle du product owner dans cette mécanique qui est proposée par Scrum. On a vu souvent dans le passage dans l'agilité faire des raccourcis. On avait une équipe qui était en mode traditionnel avec un chef de projet. Aujourd'hui, on est agile, on a besoin d'un product owner. C'est qui c'est le chef de projet. On lui demande d'être product owner. Et pourquoi pas? Mais il faut être conscient du rôle et de la posture que demande d'être un product owner, et surtout le fait que Scrum, ce qu'il propose principalement, c'est de changer la vision gestion de projet et processus vers une gestion de produit. On va plus gérer un produit qu'un projet. Et donc, dans cette posture, le chef de projet devra faire aussi, si c'est à lui de devenir product owner, un changement de posture pour avoir plus une vision projet que produit. Produit que projet. Oui, voilà. C'est le responsable produit. Mais ce qu'il disait Dragoș, ce qui est finalement l'essence de la difficulté, c'est pas parce qu'on se rend compte qu'on a trouvé toutes les solutions, mais l'essence de la difficulté, c'est que les organisations aujourd'hui sont très calquées sur un modèle, un framework projet et process, et changer ces organisations vers des organisations qui sont très focalisées sur un produit, c'est assez difficile. C'est un changement qui est très difficile. Maintenant, ce qu'on dit, on a dans les projets que nous avons vu mis en place, il y a, comme disait Dragoș, des product owners, parce qu'on dit, toi, tu as une bonne tête de product owner, tu devras bien le faire pour ce projet-là, donc on t'a nommé product owner. Donc il y a toujours des projets agiles qui se déroulent, qui sont plus ou moins bien passés, on va dire plutôt bien, parce qu'en général les équipes adhèrent à Agile. Et on a une expérience de product owner. Pour capitaliser et puis passer cette expérience à une phase d'intégration et de convergence, ce qu'on commence à faire, c'est de choisir, ou au moins être conscient qu'il faut choisir les bonnes personnes. Donc avoir la bonne personne, c'est-à-dire le product owner qui est légitime vis-à-vis de ses utilisateurs. Justement, oui, comment faire pour choisir les bonnes personnes? Tout d'abord, je pense qu'il faut réfléchir et mettre à ce rôle des personnes qui sont légitimes. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la légitimité d'un product owner? Je vois déjà deux choses. Légitime en termes connaissance métier, il est en train de gérer un produit, donc il doit connaître les utilisateurs, ceux qui vont se servir de ce produit-là, et aussi une légitimité obtenue de la part du hiérarchique, du management, c'est-à-dire il a la posture de prendre des décisions. C'est celui qui va gérer ce projet en termes de ce produit. Donc, il doit être légitime face
aux utilisateurs finaux, face au métier et face à ces équipes de développement. Donc, effectivement, quand on dit le product owner décide quelle est la stratégie produit, si on donne ça comme fiche de mission, il faut pouvoir la tenir, cette fiche de mission. Surtout dans des grandes structures, dans grandes entreprises, dire voilà, tu as suffisamment de légitimité pour prendre les décisions. Nous, toute l'organisation, on te soutient en tant que product owner pour prendre les bonnes décisions concernant le produit. Est-ce que vous avez d'autres retours là, sur ce que ça veut dire choisir les bonnes personnes pour être product owner? Parce qu'on vient de dire. Disponible, adaptable. Disponible à combien de temps, vous pensez, product owner sur un projet? Comme on disait, le passage à l'agile, c'est aussi un changement de culture. Donc, la posture du product owner peut être assez différente de celle d'un chef de projet. Le savoir-être, il est très important. Donc, on doit avoir des personnes qui savent communiquer, collaborer, au-delà du fait d'être légitime. S'adapter, écouter, et puis je pense que justement dans les valeurs de l'agile, le respect est très important. Donc le respect vis-à-vis des autres membres de l'équipe. Mais j'avais une question justement par rapport à disponible, parce que c'est intéressant. Vous pensez disponible à combien de son temps en product? 100%. Merci pour votre soutien. Effectivement, pour être efficace, c'est un product owner qui est disponible à 100%. Oui. Certes, sauf que, dans l'expérience, après, nous avons constaté, c'est que ce feedback dont on avait parlé, qui est en fait un feedback en continu, lui laisse peu de bande passante pour se focaliser sur autre chose. Surtout, on reviendra après, c'est dire, on a fini une user story, tiens, tu la testes, et puis tu fais les user acceptance, et puis surtout, voilà, éventuellement, parce que l'automatisation aussi, parfois ça pose problème. Donc, bon. Et même si finalement, on peut dire, si on mesure dans son compte rendu d'activité le temps qu'il a passé en tant que product owner, le temps qui lui reste, je pense que c'est des trous dans une gruyère qui ne sont pas vraiment utilisables. Donc mieux qu'on dise. Et toujours pour finir, dans l'expérience qu'on a vue, donc surtout dans des organisations qui passent vers l'agile, qui étaient avant traditionnelles, le fait de porter plusieurs chapeaux en même temps à une personne. Donc on dit l'ancien chef de projet va devenir product owner, mais peut-être que le processus n'est pas complètement agilifié, donc il y a encore des tâches de chef de projet qui font que porter ce rôle devient de plus en plus compliqué. Donc ce qu'on disait, après choisir les bonnes personnes, ce qu'on dit, on va les rassembler pour qu'ils échangent sur le retour d'expérience. Merci beaucoup. Et puis, le faire contribuer dans les échanges pour créer leur propre écosystème de product owner dans l'entreprise. Donc tout ça pour bâtir ensemble une perspective, si tu veux bien, un peu compliqué, une perspective de product ownership qui leur appartient comme organisation. Donc ensuite, l'acte 3, comment on peut faire ça? Parce qu'on va leur dire maintenant, vous êtes PO, vous êtes peut-être les bonnes personnes, même si vous ne serez pas encore les bonnes personnes, mais au moins vous avez une expérience. Donc on voudra valoriser votre expérience et capitaliser là-dessus. What's next? Quelle est la prochaine étape? Donc pour nous, la prochaine étape, l'acte 3, c'est essayons de créer une instance d'apprentissage de type training, formation, qui est soutenue par des pairs. C'est-à-dire, elle est soutenue par l'expérience de ceux qui ont déjà eu une première expérience et qui ont déjà essayé de le faire dans l'organisation. Et ce qui est très important, ce qu'il disait aussi Dragouche, c'est une affaire de savoir-être. Parce
ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est être à l'écoute, être adaptable, ne pas avoir peur du changement, parce que c'est dans l'essence de l'agile. Savoir communiquer, fédérer. Ouais. Et de savoir-faire. Et de savoir-faire. Donc une instance qui va se baser sur les pairs, notamment pour capitaliser sur l'expérience. On peut imaginer former à partir de l'extérieur des populations de product owners. Il vaut toujours mieux faire ressortir les expériences et capitaliser sur ceux qui ont déjà une expérience dans l'organisation qui passe vers l'agilité. Et surtout, dans cet échange, que je reviens de cette valeur de respect et de pas de jugement, pas de blâme, qui est une des postulats de tout échange en agile. Donc il n'y a pas de mauvais PO, et il n'y a pas de mauvaise expérience, même si leur expérience était un peu douloureuse, même si finalement ils n'ont pas bien fait peut-être vis-à-vis des critères Scrum. Mais dans cet échange-là, on a mis en place une zone de confiance qui s'appuyait sur ce postulat, pas de jugement. Pourquoi c'est important ce pas de jugement? C'est surtout pour favoriser le changement. On sait très bien que l'humain, il a du mal à changer, de passer d'une situation stable vers quelque chose de nouveau. Donc si les PO vont se sentir jugés, on va leur dire, vous allez faire quelque chose de nouveau. Bien sûr, vous n'avez pas d'expérience, mais vous allez apprendre avec le temps. Si on n'a pas cette boule de confiance, ils vont avoir plus de mal à franchir le pas, à se lâcher, à essayer, à expérimenter, à essayer de devenir meilleur. Donc, du coup, ensuite, on a dit, on va mettre en place une formation pour créer cet écosystème de product owner. On va mettre en place une instance de formation, mais formation sur mesure. Donc, ça, c'est vraiment un pas vers la transformation. On va dire, c'est classique. Toujours quand on a de change management, on forme les personnes, très bien. Mais l'idée, c'est de faire une formation sur mesure qui s'applique sur leur cas réel. Et surtout, un des objectifs très importants de ce type de training basé sur l'échange, c'est oui, on va faire du chou. Vous connaissez le modèle Chouari? Non? Je l'explique. On va dire que je l'ai fait à l'envers, mais donc chou, c'est la posture élève. Donc c'est là où j'apprends, je suis novice, j'apprends. J'ai un professeur, un maître, j'apprends. Le A, c'est le niveau dans lequel je sais pratiquer. J'ai suffisamment de compétences plus pratiquées. Donc je vais le traduire par compétent, même si je peux me faire descendre par des puristes de la sémantique, on va dire compétent. Et le riz, c'est le niveau dans lequel moi-même, à tout cet enseignement, je peux le porter dans une autre étape, je peux l'améliorer. Donc je deviens maître, et donc j'améliore. Donc le riz, c'est la maîtrise. Du coup, c'est quand on dit du chou mais visant le riz, c'est dire oui, on part avec des niveaux de compétences, on va dire assez faibles. Au moins, on a cette hypothèse-là. Mais ce que nous visons, c'est de créer suffisamment d'autonomie, parce que justement, on crée des équipes autonomes, créer suffisamment d'autonomie dans les équipes de product owner pour qu'ils puissent ensuite animer eux-mêmes leur formation ou accompagner les autres équipes ou coacher les autres product owners en interne. Donc ce qu'on crée, c'est un espace d'échange plus qu'une relation professeur-élève. Donc on vise le riz plus que le chou. Et surtout de quelle manière? Donc on va se mettre dans une approche. Ça sonne bien.
Le chou, on est plus le riz que le chou. Voilà. Oui, c'est très bien. Une question de goût. Et de quelle manière on va avoir une formation sur mesure qui est axée sur le collaboratif et interactif. Comment on a structuré cet espace d'échange, donc un acte 5, qu'on va constituer ces deux moments forts. Un, constituer ou définir l'écosystème de PO, mais tel qu'il est représenté. Donc il est représenté par les product owners qui sont sur place. Donc, quels sont les liens qu'ils ont avec les autres rôles de l'organisation? Quels sont les questionnements qui se posent? Finalement, avant, j'étais chef de projet, maintenant je deviens un product owner. Alors il y a d'autres questions périphériques. Avant j'avais une recette, aujourd'hui en agile, qu'est-ce que je fais? Exactement. J'avais un département qui s'occupait de tout ce qui était les tests. Aujourd'hui je dois avoir toutes les compétences dans mon équipe. Comment je gère tout ça? Et quel est vis-à-vis comment j'interagis avec l'équipe PMO, avec les équipes architecture, mais finalement les autres contributeurs de mon organisation, c'est moi qui s'en occupe. Est-ce que c'est le Scrum Master? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un chef de projet en fait finalement? C'est qui gère, par exemple, c'est qui gère les comités de pilotage? Ça, c'est une question qui se pose. Est-ce que moi, product owner, je dois, vis-à-vis de mon sponsor, j'ai cette posture de reporting? Donc tout ça, ce sont des questions auxquelles on répond cas par cas et pertinent. Mais l'idée, c'est que dans cette formation échange, ces questionnements-là et que cette nouvelle organisation est relevée par le groupe de product owners. L'ambition de cette formation au début, c'est surtout de faire ressortir les problèmes que les PO peuvent rencontrer. Ce n'est pas forcément d'avoir des solutions et des recettes de cuisine miracles à donner tout de suite, mais c'est de faire ressortir quelles sont les difficultés, quelles sont les différences dans l'organisation qui vont apparaître suite au passage à l'agile, au Scrum. Ensuite, c'est ce qu'on disait, bon, les product owner, et puis après, qu'est-ce que ça veut dire le product ownership? Donc, avoir la propriété d'un produit, comment je maîtrise le produit. Et c'est ce qu'on dit, en fait, le product ownership, en fait, c'est une affaire de convergence. Comment je pars d'une déclaration d'intention, justement d'une vision produit, vers quelque chose qui sera réalisable par une équipe qui est compétente pour réaliser un logiciel. Donc, une affaire de convergence, c'est-à-dire on a une idée, il y a une intention, et à la fin elle doit se concrétiser dans un produit qui est livré et utilisable par le client. Plusieurs étapes pour converger. Le product owner, il va tout d'abord travailler sur la vision du produit à créer. Pourquoi? C'est important d'avoir cette boussole qui est la vision du produit tout au long de la création de l'application. C'est important aussi de la créer ensemble avec l'ensemble des parties prenantes et de pouvoir être capable à la partager à tout moment, à la rappeler à ceux qui sont concernés. C'est bien, ton produit il expire le 21 octobre 2012. Ouais. Donc, pour créer la vision produit, il y a des différentes techniques pour animer des workshops avec les clients, avec les utilisateurs. Ici, vous pouvez voir le Product Box. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas les ateliers de type Product Box. Bah, on fera des références à la fin, mais c'est basé sur les Innovation Games. Et puis ça, c'est une activité, un jeu qui s'appelle Product Box et qui justement est fait pour créer ou au moins clarifier la vision produit. Deuxième étape, donc on a créé une vision de produit. Deuxième étape, c'est de travailler sur le périmètre fonctionnel, de commencer à décrire comment le produit, quelles sont les fonctionnalités qui vont répondre aux besoins clients, commencer à les prioriser ensemble avec le métier, pouvoir choisir, arbitrer,
avoir une vision claire des fonctionnalités de leur distribution par thème, par domaine. Et ensuite, on a une équipe, on a créé un périmètre fonctionnel qui est à développer. On a une équipe qu'on doit alimenter. Qu'est-ce qu'on fait dans Agile? Surtout, on va avoir un backlog avec des user stories qu'on doit alimenter par rapport à la vision et au périmètre fonctionnel qui était défini. J'imagine que vous connaissez tous ce que c'est une user story et le pattern habituel qu'on utilise en tant que type d'utilisateur. Je veux une action pour atteindre un objectif. Et avoir une user story, c'est bien, mais après, comment on va le tester? On va accompagner aussi dans le backlog ces user stories, et c'est le rôle du product owner de accompagner par des tests embarqués. Désolé, on va pas très bien. En fait, le message important qu'on a fait passer ici, et puis on s'est rendu compte justement des quelques problématiques et surtout de positionnement de product owner vis-à-vis des tests et des équipes de testeurs, c'est en disant, bon, les spécifications, enfin, on est très moteur de l'approche spécification par les exemples. Donc, il n'y a pas de spécification sans des tests associés. Donc, enfin, si j'ai un pattern, comme c'est le pattern très populaire que Dragos a mentionné, on a le pattern Behavior Driven Development qui est aussi très populaire aujourd'hui, qui dit, par l'exemple, c'est avec les données d'entrée, quand on applique une règle, alors j'ai des données en sortie. En anglais, parce que en fait, ça c'est une traduction que nous avons faite. Je ne sais pas si vous connaissez une autre, mais on l'utilise beaucoup. C'est l'anglaise given, when, then. Donc, voilà. Et l'idée, là, quand on converge d'une vision, d'un périmètre, après on fait des priorisations et finalement arriver du story mapping qu'on n'avait pas mis ici, et puis jusqu'aux user stories. Ne jamais laisser une user story sans les tests, ce qui nous a donné dans notre type de formation d'échange quelques retours. Donc, oui, on a vu une résistance très forte sur le mot test, d'où on a plus mis le focus sur le BDD, Behavior Driven Development, parce qu'il n'y a pas de mot test, et sur les spécifications par exemple, parce que ça cache en fait le fait qu'elles représentent aussi des tests, mais à la fois des spécifications, mais des tests. Donc on a essayé de sensibiliser un peu la communauté, comme quoi le test c'est l'affaire de tous et surtout du product owner. Alors, ça, c'était les actes de la mise en place d'un type de training participative et co-responsable, co-constructive. Ensuite, l'épilogue et puis les prochaines étapes. Donc justement, nous avons appris quelques leçons. C'est adresser justement la question du product owner dans mon évolution de carrière. Donc, aujourd'hui, je suis product owner, j'ai été nommé product owner, c'est super, je suis responsable du produit. Mais finalement, avant, j'avais ce rôle-là, justement, ça peut être chef de projet, ça peut être quelque chose qui est très, très porteur dans une organisation. Qu'est-ce que j'en deviens ? Finalement, qu'est-ce que ça représente de devenir product owner ? C'est une des premières questions qui est venue et qui est légitime. Et la question c'était, c'est un rôle ? C'est une mission, c'est quoi dans la hiérarchie de ma organisation, ce product owner? Comment je dois me placer? C'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose que je vais mélanger avec d'autres activités. Donc c'est un point qui est ressorti très vite et structurant pour la posture des futurs product owners dans une organisation. Et voilà. Ensuite, c'est ce qui est sorti, c'est une des techniques pour amener le changement, et d'ailleurs MyCon aussi le site, c'est créer des communautés de pratiques, communautés de compétences qui font porter les pratiques. Maintenant, s'il faut faire attention à l'inflation, la dévalorisation du mot communauté,
Parce que parfois, enfin, il y a des communautés qui étaient peut-être pas très efficaces et puis on faisait partie on était des volontaires nommés pour faire partie de ces communautés. Ça peut arriver. Donc du coup, ce qu'on essaie de transmettre comme message, de mettre en place, c'était plutôt des cercles d'influence plutôt que des communautés de pratique. C'est-à-dire, oui, portez le product ownership si vous avez envie surtout, et surtout faites passer les ondes. C'est comme la pierre dans l'eau. C'est les ondes, faites propager les ondes si vous en avez envie. Surtout. Donc c'est ça, c'était propager les ondes et s'aimer avec les expériences. De s'aimer ou de papillonner, de polliniser aussi. Polliniser, oui. Voilà. Donc. Et puis, justement, c'est ce que disait Dragoš tout à l'heure, c'est les spécifications par l'exemple. C'est un changement culturel difficile. Et ça revient à la structure des organisations que nous avons aujourd'hui, où c'est assez cloisonné. Et d'ailleurs, j'étais dans un atelier avant, et c'est ça qui m'a frappé aussi, mais c'était très bien comme jeu. Enfin, le testeur, il est quelque part en aval, dans une boîte noire, et en général, c'est l'équipe à la faute de laquelle on ne va pas livrer parce qu'ils n'arrivent pas à finir des tests. Et ce n'est pas un rôle qui est très valorisé. Alors, dire maintenant les tests, c'est une affaire de tout le monde et aussi du product owner, finalement, c'est un changement qui est difficile, surtout par ce rapport-là, comment je vais évoluer dans ma carrière. Donc aujourd'hui, faire passer le message, product owner, c'est important. Vous allez porter la stratégie d'un produit, et puis à propos, dans vos activités, vous devrez définir aussi les jeux de test par chaque story. C'est un message un petit peu mélangé. Parce qu'il y a cette culture du test, ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup de valeur. Il y a cette culture et surtout l'expérience du fait, la façon dans laquelle on fait aujourd'hui les tests d'une manière traditionnelle, c'est quelque chose de très répétitif, qui n'apporte pas une vraie valeur ajoutée du point de vue extérieur. Alors, effectivement, on ne va pas entrer dans le détail d'automatiser des tests, de faire des robots de test et puis des tests en continu. Bien sûr que tout ce qui est répétitif doit être automatisé. Parfois, c'est vrai, c'est possible, c'est moins possible. Mais l'idée, c'est d'avoir ce réflexe-là. Ne pas faire pas de user story sans de jeu de test avec. Donc c'est un message qui est très difficile à porter et très difficile à dire. Oui, c'est notre affaire à tous, surtout celle du product owner. Et puis ensuite, c'était une des dernières leçons, l'apprentissage par les pairs, c'est possible si c'est bien communiqué et bien compris. C'est-à-dire, en général, quand on arrive dans une formation, on est plutôt dans cette posture professeur-élève. Donc, dites-moi comment faire pour bien faire. L'idée de dire, c'est pas seulement, je peux vous donner des pistes, mais vous allez apprendre par vous-même et surtout par vos pairs, c'est quelque chose sur lequel il faut être très précis, bien communiquer et puis choisir les personnes qui ont une certaine maturité, une certaine expérience pour pouvoir porter et s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais autant les réactions sur la partie test étaient plus que mitigées, en fin de formation, la force d'un apprentissage par la collaboration et l'interaction portée par les pairs, c'est quelque chose qui a été très apprécié. Voilà. Ça, c'était vraiment un zoom de la partie le training participatif des product owners comme une étape de la transformation agile. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'agiliste? On va itérer, on améliore et on trouve d'autres instances. Enfin, on est en train de mettre en place d'autres instances pour partager. Voilà. C'est la partie descriptive ex cathedra, n'est-ce pas? Elle est finie. Donc, on a quelques références, justement la technique de training participatif, si ça vous intéresse.
les spécifications par exemple, les Innovation Games, et puis le modèle de changement qu'on met en place, donc le Awareness, Desire, Knowledge, Ability et Reinforce. Voilà, ça c'était la partie descriptive. On a un quart d'heure pour vos questions. Oui. Je suis un peu étonné de voir pourquoi on met pas un peu plus l'accent sur la possibilité de faire collaborer les équipes de réalisation et les PO dans tout ce qui est spécification par exemple. Peut-être que j'ai mal compris. Mais pourquoi ça devient uniquement porté par non, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas du tout le cas. Là, c'était un zoom sur comment faire évoluer le PO d'un titre qu'il subit vers une vraie posture de PO. Donc, effectivement, enfin, c'est un zoom sur le devient du PO. Mais non, effectivement, les spécifications, comme je disais, quand je disais c'est une affaire de tous, c'est aussi une affaire d'équipe des réalisations. Tout à fait, tout à fait. Oui, Nicolas. Vous abordez un sujet, mais je trouve qu'il est pas remonté, c'est la posture du PO par rapport au reste de l'organisation. Oui, ben justement la réponse d'une part n'est pas facile, et puis c'est la réponse qui est un peu frustrante toujours, c'est que il n'y en a pas une réponse qui est la même pour toutes les organisations. Alors pour donner des exemples, il y a des organisations sur lesquelles le PO et le chef de projet, justement, comme je disais, il y a un questionnement, est-ce que le chef de projet c'est un PO? Après, il y a des organisations où il y a des chefs de projet métiers et des chefs de projet techniques. Alors du coup, on me dit, finalement, le Scrum Master, est-ce que c'est le chef de projet technique? Non, c'est pas le chef de projet technique. Est-ce que c'est le PO finalement qui prend le relais sur le chef de projet technique, parce que c'est lui finalement qui a la connexion avec tous les autres contributeurs techniques? Donc oui, il n'y a pas une réponse. Le message qu'on veut transmettre, il faut absolument, organisation par organisation, asseoir le rôle et la mission de PO et voir comment on fait évoluer l'organisation actuelle pour intégrer les PO. Et c'était justement notre idée derrière cette instance d'apprentissage et la communauté de PO qui va se construire, c'est de leur permettre de créer leur écosystème et d'apporter des réponses à ce type de questions spécifiques, des réponses spécifiques et propres à leur organisation. D'autres questions? Oui, Pablo. Certes. Alors maintenant, il faut trouver qui on blâme, hein, c'est ça. Hein. Effectivement, il y a un PO qui n'est pas dans son rôle. Ouais. C'est pour lui. Ouais. Au moment où vous le détectez, comment vous agissez? Ce qui est, pareil par expérience, hein, plutôt que par schéma intellectuel prédéfini. Finalement, c'est le PO qui n'est pas dans son rôle, on l'a détecté d'une façon la plus flagrante dans cette instance d'échange. Déjà, parce que finalement, du point de positionnement savoir-être, si c'est pas quelqu'un qui peut écouter et qui échanger, voilà. Et puis après, c'est pareil. C'est dans ces instances d'échange où on se rend compte qu'il y a des PO qui finalement ils n'ont pas ce réflexe de gérer le changement. Enfin, là, je viens sur le savoir-faire. Finalement, il reste sur des spécifications détaillées. Et puis, voilà, user story. Ils sont très inconfortables avec l'idée de ne pas connaître tout un détail dès le début. Donc ça a du mal à avancer. Après, il y a des choses plus classiques, mais on avait parlé au début, disponibilité. Si quelqu'un qui ne peut pas être disponible, tu as bon à lui dire tu es PO et dans tes objectifs, c'est d'être un bon PO. D'ailleurs, c'est pas un objectif parce qu'il n'est pas mesurable, mais bon, ça va pas réussir.
Ah, comment je lui dis? J'aimerais la question, tu la poses au coach agile ou à l'organisation? Les deux? D'accord. Parce que c'est pas la même réponse, c'est pas la même position, le même positionnement pour les deux. Donc, en fait, de point de vue, merci. Enfin, de point de vue coach, j'essaierai de plutôt justement essayer de déclencher le déclic. Enfin, si tu peux poser des questions pour lesquelles la personne dire en fait, ce n'est pas pour moi. Donc, on l'a un peu vu. Après, ce sont des messages effectivement à transmettre à l'organisation d'une façon un peu plus forte. Mais maintenant, il faut d'abord, il faut créer ce que je disais, cette zone de confiance en disant, enfin, c'est pas parce qu'on peut dire dans une organisation, cette personne finalement, on peut le mettre en échec parce qu'on lui a donné le rôle de PO, qu'il faut lui faire du jugement. C'est pas sa faute, c'est notre faute. Oui, si je peux me permettre. Donc, on a eu le cas, en formation, on a découvert des personnes qui, d'après nous, sont pas vraiment des très bons futurs PO. Et je pense que la question à se poser, c'est comment on a fait pour les mettre comme des potentiels PO. Et c'est là qu'on va détecter les vraies causes. Pourquoi cette personne était jugée comme un potentiel PO par sa hiérarchie, par son organisation. Et là, on peut détecter peut-être une méconnaissance du rôle de PO à un plus haut niveau, le fait de ne pas bien comprendre la posture que le PO doit avoir. Donc, on est face à un cas concret, mais je pense qu'il faut surtout se poser la question pourquoi on était là. Pourquoi on a en face un PO qui, vraisemblablement, n'est pas la bonne personne. C'est un peu tard, mais c'est jamais tard de se poser la question et rectifier. Voilà, ce n'est jamais tard. C'est tard pour le cas. Oui. Oui. Oui, on a des projets justement où il y avait plusieurs PO parce que c'était il était en face avec d'autres key users et du coup effectivement il y a des échanges. C'est pas vraiment le cas qu'on reflète ici et du coup il y avait du pair d'échange des pratiques et du coup ce qui est très intéressant justement cette idée de former par du fond de la pièce, c'est que du moment où on crée l'instance, on crée l'événement, ensuite ce sont les pairs qui portent. Oui, mais il faut le créer, c'est ce qui, en tant que coach ou la personne qui apporte une transformation, l'idée c'est de créer ce moment dans lequel ils peuvent faire du pairing. Oui, il y a une... Ouais. Ouais. Oui, en fait, suite à cette instance, une des idées qui est ressortie, c'était de créer une sorte de parrainage des PO. C'est quelqu'un qui a une première expérience, qui porte un projet peut-être similaire avec son ami qui va être débutant, de créer un parrainage, un pair, pour travailler ensemble, monter en compétences. Travailler ensemble, ouais. Non, là, c'était pas forcément à 100% de son temps, mais comme un coach. C'est un cas différent, mais c'est pour ça que je dis la réponse n'est pas vraiment dans le cas qu'on présente ici. Mais oui, c'était des PO qui travaillent sur deux projets ou sur représentent des utilisateurs sur un projet différent. Mais l'idée, c'est qu'ils se mettent ensemble, justement, et font du pairing sur la création de user story dans le backlog. Ouais. Ouais. Et ça, c'est très bénéfique. Oui, tout à fait. Ou du binomage, en fait, plutôt. Oui. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des groupes qui sont naturellement sont finalement des proxys vraiment du client, parce qu'il y a quand même une pression incroyable, parce que c'est du moment. Tout à fait. La bonne compréhension, on réalise le bon logiciel. Tout à fait. C'est vrai que la problématique de comment on les aide dans ce rôle-là est souvent Tout à fait. Pourquoi c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est aussi. Ouais. Ah oui, une question. C'était plus une remarque. Ça allait dans ce sens en disant effectivement la problématique souvent, notamment avec les PO qui sont pas forcément réellement des personnes qui connaissent le produit, mais souvent
fois des proxys ou des business analysts reconvertis, c'est que ils ont une énorme pression qui finalement c'est leur choix de comment ils vont traduire le besoin utilisateur en fonctionnalité du logiciel qui fera le succès ou l'échec potentiellement d'un logiciel, et que pouvoir être deux, avoir une équipe finalement de PO, plusieurs personnes qui travaillent ensemble, c'est leur permettre de confronter leurs choix, de les asseoir dans leur rôle, de les sécuriser. Et puis de manière plus générale, je trouve qu'effectivement dans la littérature et dans les échanges, on est toujours très centré sur l'équipe de réalisation, et finalement il y a peu de choses pour trouver comment développer les PO dans leur rôle et les aider. Non, tout à fait, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce que finalement c'est un pivot, c'est le the linchpin dans un agile. C'est vraiment le pivot de projet. On en parle, enfin si on en parle, mais peut-être pas assez. Et ce qui est important, et c'est là où il faut l'aider le PO, c'est qu'il y a une vraie légitimité. On a des techniques, c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs des innovation games pour les former, avoir des vraies techniques pour des techniques avec lesquelles il pourra animer lui-même ces groupes d'utilisateurs et avoir cette légitimité qui est indispensable vis-à-vis de client final, parce qu'effectivement lui en général n'est pas le client final ou l'utilisateur. Mais c'est effectivement une difficulté qu'on a vue, surtout dans les grandes DSI où le métier n'est pas présent. C'est un proxy de très loin, on a du mal à communiquer avec le métier. Le métier en face, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours disponible comme il devrait, donc c'est pour ça qu'on a besoin du PO à 100% pour être là, mais c'est pas toujours... Mais en fait, ce qu'on dit, c'est difficile, mais si on le rend pas possible, de toute façon, on va pas faire du Scrum, c'est amenons le métier. Oui, les utilisateurs doivent faire de la démo. Toutes les 2 semaines, oui, toutes les 2 semaines, ce n'est pas possible. On ne fait pas d'agile alors si ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est vrai que c'est un message très fort. Oui. D'accord, merci François. Il n'y a plus de questions. Merci. Merci beaucoup. Merci.